Donc on a organisé cet événement dans le cadre de la célébration du 50e de l'indépendance du Sénégal. Donc nous avons, nous les étudiants qui sont ici à Montréal, organisé cette célébration à notre manière, célébrer les 50 ans de notre indépendance. Et puis merci d'être venu célébrer ça avec nous. Alors tout d'abord, nous allons vous présenter un petit sketch, je dirais, qui représente, c'est plutôt un sketch qui parle de l'histoire des femmes sénégalaises. Dans le fond, ça se passe dans un village de Nder. Nder, c'est à Saint-Louis. Et ça explique un peu la bravoure des Sénégalaises durant, je dirais bien, l'époque coloniale. Alors sans plus tarder, on va les accueillir. À cette époque, le Waalo constituait une province prospère située à l'embouchure du fleuve Sénégal. Ses habitants, de paisibles cultivateurs, vivaient de commerce avec les caravaniers du commerce transsaharien et avec les gens de Saint-Louis, première capitale coloniale du Sénégal, où ils écoulaient leurs denrées agricoles. Le fleuve séparait le Waalo de la Mauritanie, où était notamment établie la tribu des Trasal. D'eux, on ne savait jamais à l'avance s'ils débarquaient en clients pour échanger des marchandises ou en ennemis pour se ravitailler en captif. Toujours est-il que depuis l'installation des troupes françaises à Saint-Louis, les Maures ne cessaient d'accentuer leur pression contre le Waalo, qui voulait faire passer sous leur contrôle, afin d'empêcher la région de passer sous domination européenne. Cette année-là, une longue période d'accalmie avait succédé aux violents affrontements, où les guerriers Maures et leurs alliés tout couleurs étaient une fois de plus sortis vainqueurs. On était au début de la saison sèche, et Nder vivait un peu au ralenti. Le braque était à Saint-Louis pour se faire soigner d'une mauvaise blessure, reçue lors de la bataille de Tagar contre les Maures justement. Comme à l'accoutumée, les dignitaires du royaume étaient de voyage et une bonne partie de la cavalerie les accompagnait. Ce mardi, comme les autres jours, les hommes avaient rejoint les champs des Laubes, la daba sur l'épaule. D'autres étaient rendus à la chasse, tandis qu'un troisième groupe avait pris la direction du fleuve, où étaient amarrés leurs barques de pêcheurs. Seuls quelques tchédos étaient restés en garnison et s'occupaient à assister nonchalamment leur grand fusil de prête. Dans le village, aux cases longues livrées aux femmes, aux enfants et aux vieillards, régnait l'animation du quotidien. Les coups de pilon, en une ronde saccadée, s'interpellaient à l'intérieur des concessions. D'autres s'affairaient à l'entour des greniers où étaient entreposées les dernières récoltes. Quelques-unes, enfin, bavardaient tranquillement sur la place du village, tandis que les jeunes enfants se poursuivaient brillamment autour de l'arbre à palabre. Le soir venu, les anciens avaient coutume de dérouler les histoires du passé. Soudain, un cri d'effroi troubla l'attitude du lieu. En un instant, les rires se figèrent, les pilons tombèrent, les concessions se vidèrent. Tous les regards convergèrent vers la femme qui venait de franchir un trône l'entrée du tata. Ce mur d'enceinte en branchage de terre glaise pensait protéger les villages en cas de panique. La main agrippée à une calebasse ruisselant d'eau bien que vidée de son contenu, la femme haletait. Les morts! Terrorisée. Les morts arrivent! Ils sont là! Je les ai vus au bord du lac d'Undière, à travers les roseaux. Ils ont avec eux une troupe de tout couleurs conduite par le chef Amaroud Mokhtar. Une armée de morts. Ils s'apprêtent vers le village, à travers le fleuve. Toutes les femmes crièrent en même temps. Elles savaient quel sort les attendait. Les morts avaient repris leur razzia dans le Waalo pour s'approvisionner parmi les autochtones. Un grand nombre d'hommes, de femmes et d'enfants seraient arrachés à leur famille pour être vendus comme esclaves aux riches familles d'Afrique du Nord. Cela avait toujours été ainsi. Nder y avait perdu bien des fils et des filles. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, postés sur l'autre rive du fleuve, les cavaliers enturbanés venus du désert s'apprêtaient à lancer leurs chevaux à l'assaut du village. Les femmes décidèrent aussitôt d'organiser la résistance avec les soldats demeurés sur place. À la hâte, elles expédièrent les enfants dans les champs avoisinants sous la conduite de leurs aînés, afin qu'ils se cachent dans les hautes tiges de mil. Puis, elles se précipitèrent dans leur case pour en ressortir vêtues de boubous et de pantalons bouffants, qui d'un époux, qui d'un père, qui d'un frère, les cheveux dissimulés sous des bonnets d'hommes. Elles étaient munies de tout ce qui pouvait servir à leur défense. Coupe-coupe, lance, gourdin et même de vrais fusils qu'elles s'apprêtaient à manier pour la première fois. Amazone d'un jour, ces femmes se battirent avec l'énergie du désespoir. Servantes, paysannes, aristocrates, jeunes, vieilles, elles s'engagèrent animées de leur seul courage dans la terrible confrontation avec les murs. Dans leur chant de célébration à la mémoire de ces femmes d'exception, les grillons illustrèrent
Les pages de l'histoire africaine assurent que ce jour-là, elles tuèrent plus de 300 morts. Le combat était cependant inégal. Les Tchédos furent rapidement exterminés. Des rigoles de sang bouillonnées s'étendaient en une bourgeade sur le sol de terre battue. Ça et là, des pêle-mêle des cadavres et des blessés agonisants. Face à la farouche détermination des survivants, qui bien que désarmés, étaient supérieurs en nombre à la colonie ennemie, le chef Amari Ould Mokhtar lança ses troupes lors de dispersion. Les cavaliers du désert rangèrent leurs sabres effilés, prirent leurs blessés en croupe et retraversèrent le lac. Vexés d'avoir été tenus en échec par de simples femmes, le chef mort savait cependant qu'elles ne pourraient résister longtemps malgré leur bravoure. Ne voulant pas risquer d'abîmer la marchandise, il comptait revenir un peu plus tard afin de les prendre vivantes pour tirer un meilleur prix sur les marchés d'esclaves. Les femmes du Wallo se sentirent perdues. À bout de force, elles ne pouvaient soutenir une seconde attaque. Les hommes avaient tout péri et le messager qui s'était précipité à la recherche de Théo arrivait sûrement trop tard. Tout espoir était vain. C'est alors qu'une voix s'éleva au-dessus des clameurs, des lamentations et des hurlements de douleur. C'était Mbarkaja, la confidente de la Linguère, reine Fatiyama. Elle seule savait se faire obéir des courtisanes énergiques et autoritaires qui entouraient la reine. Prenant appui contre l'arbre à palabres, parce qu'elle-même avait été blessée, elle se mit à haranguer ses compagnes. Femmes de l'air, dignes femmes du royaume, redressez-vous, renouez vos pagnes, préparons-nous à mourir. Femmes de l'air, devons-nous toujours reculer devant l'envahisseur? Nos hommes sont loin, nos enfants sont en sûreté. Allah, tout-puissant, saura les préserver. Femmes du Wallo, que pouvons-nous faire contre cet ennemi qui ne tardera pas à reprendre l'attaque? Où pouvons-nous nous cacher sans qu'ils nous découvrent? Nous serons capturés comme le furent nos mères et nos grands-mères avant nous. Nous serons traînés de l'autre côté du lac, du fleuve, et nous serons vendus comme esclaves. Est-ce là un sort digne de nous? Les pleurs s'arrêtèrent, les plaintes se firent plus sourdes. Répondez! Mais répondez donc au lieu de gémir là! Qu'y a-t-il dans vos veines? Du sang? De l'eau du marigot? Que voulez-vous? Que voulez-vous qu'on dise plus tard à vos enfants? Que vos mères se sont battues? Ou qu'elles vont mourir comme des braves femmes? La mort. À ce mot, fusa une exclamation sourde. La mort? Que dis-tu, Mbarkaja? Oui, mes sœurs. Mbarkaja a raison. Nous devons mourir. Nous devons mourir en femmes libres et non en esclaves. Que celles qui sont d'accord nous suivent dans la case des grands sages. Nous y entrerons et nous y mettrons le feu. C'est la fumée de nos cendres qui nous mettrons. Debout, mes sœurs, puisqu'il n'y a pas d'issue, mourant en femmes libres au royaume. Le soleil était maintenant haut dans le ciel. Un silence angoissant s'abattit sur le village. Muettes de désespoir, les femmes s'avancèrent lentement vers la vaste case qui s'élevait, imposante au milieu du village. Pas une n'avait osé s'opposer à Mbarkaja, de crainte que l'écho de leur couardise ne rejaillisse sur leur descendance. Une dernière fois, elles contemplèrent le décor familier de leur quotidien, laissèrent tourner le regard embué de larmes sur les volailles affolées, les greniers pilés, les pilons abandonnés sur le sol, les marmites renversées, les cases éventrées et tous ces cadavres de proches qui commençaient à gonfler sous l'effet de la chaleur. Alors elles s'entassèrent dans la case principale. Quelques jeunes mères qui n'avaient pas voulu se séparer de leur nouveau-né, les serrer contre leur sein à les étouffer. La dernière a pénétré dans la pièce, était enceinte et près de son terme. Mbarkaja ferma la porte. D'un geste précis, elle enflamma une torche et sans même un tremblement, la lança contre l'une des façades de branchage. Aussitôt, jaillit un immense brasier à l'intérieur de la case. Les femmes enlacées, serrées les unes contre les autres, entonnèrent comme pour se donner un dernier sursaut de courage, des berceuses et de vieux refrains qui, depuis leur enfance, avaient rythmé leur activité. Les chants commencèrent à faiblir, aussitôt remplacés par de violentes quintes de toux. C'est alors que la future mère, guidée par son instinct de survie, poussa violemment la porte et d'un coup de pied, atteint une boule d'air et se précipita à l'extérieur où elle s'évanouit sur la terre battue. Celles qui vivaient encore ne bougèrent pas. Quelques-unes eurent le temps de murmurer. On la laisse partir. Elle connaîtra de notre histoire et le dira à nos enfants qui le raconteront à leur fils pour la postérité.
Celles qui n'avaient pas encore été asphyxiées continuaient à chercher dans leur champ de supplique le courage de rester dans ce cercueil incandescent. Et les voix s'éteignirent peu à peu. Tout à coup, un effroyable craquement domina le crépitement des flammes. La charpente du toit venait de s'affaisser sur les corps. Un silence de mort qui accueillait les hommes arrivés trop tard au secours du village. Toutes les femmes de l'air avaient péri, sauf une. Les anciens affirment qu'à ce moment-là, de gros nuages noirs voilèrent le ciel et tout devint obscur. Comme pour cacher la douleur de ses pères, de ses fils et de ses époux, anéantis par un désespoir que ni leurs cris ni leurs larmes, ni même le temps ne pourra témoigner. À partir de ce jour et pendant très longtemps, s'instaura dans le village de Nder un rite connu sous le nom de Talat Nder, pour honorer la mémoire de ses héroïnes. Chaque année, un mardi du mois de novembre, aucune activité ne venait troubler cette journée de souvenir. Et pendant de longues heures, hommes et femmes, jeunes et vieux, restaient enfermés à l'intérieur de leur concession pour prier et rendre hommage au sacrifice des femmes de Nder. Aujourd'hui, me dit-on, ce petit village du Wallo est livré à l'abandon et à l'effacement de la nature comme de la mémoire. Aucune commémoration ne vient rappeler la sage histoire qui s'y est écrite. Nos dignes ancêtres de Nder ne mériteraient-elles pas mieux que l'indifférence après cette belle leçon de vie que nous ont laissée?